Je rappelle à tous ceux qui n'auraient pas vu la première partie que je me suis déjà occupé d'éclaircir la situation des écarts salariaux hommes-femmes au niveau des chiffres, en démontrant que la part censée être inexpliquée de ces écarts, assimilée communément et légitimement à du sexisme pur et simple, est négligeable, sinon inexistante. J'ai également mis en lumière la façon dont les féministes manipulent les chiffres en question et surtout leur présentation pour renforcer leur argumentaire victimaire. Dans cet épisode, complémentaire au précédent, je traiterai donc des éléments de fond expliquant les différences en matière de choix de vie entre hommes et femmes qui ont une influence considérable sur les salaires. Je donnerai également des arguments plus généraux ou indirects contre la façon dont on aborde à l'heure actuelle la question des écarts salariaux, en essayant finalement de casser le schéma simpliste et trompeur que nous imposent les féministes et surtout de le dépasser. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Le vice inhérent au système de pensée progressiste, qui nous aveugle lorsque l'on se penche sur la question des écarts salariaux, comme sur une multitude d'autres sujets, vient du fait que ce dernier se fonde sur les deux présupposés suivants. Au-delà du seul point de vue sexuel, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. S'il n'y a pas égalité de résultats, c'est-à-dire que si les hommes et les femmes ne gagnent pas la même chose, c'est qu'obligatoirement, il n'y a pas égalité de traitement, c'est-à-dire que les femmes sont forcément discriminées par la société en tant que système, car elles n'obtiennent pas un résultat égal. À partir de là, on ne prend même pas le temps de comparer ce que produisent réellement hommes et femmes, leurs choix et leurs préférences respectives, leur façon d'aborder la question du travail ou de la famille. On ne compare que le résultat et on s'indigne du fait qu'il ne soit pas égal, en oubliant toutes les différences influençant tout ce qui précède et aboutit à ce résultat, sauf pour dénoncer une éventuelle discrimination. Comme je l'avais dit lors de la première partie, le simple fait de neutraliser l'expérience, la formation, les compétences, le type de métier ou le temps de travail ne suffit même pas pour affirmer que la dernière différence entre un homme et une femme au travail est seulement la différence de sexe. Pourquoi ? Eh bien précisément parce que cette différence de sexe implique d'autres différences ayant une influence non négligeable, directe ou indirecte, sur la rémunération. Commençons par les exemples les plus simples qui ne sont pas pris en compte dans la plupart des études portant sur les supposées inégalités salariales. En matière de profil psychologique ou de personnalité, de manière générale, hommes et femmes se distinguent. C'est-à-dire qu'il existe des traits de personnalité ou des caractéristiques psychologiques à tendance plutôt masculine et d'autres à tendance plutôt féminine, qui pèsent sur la vie professionnelle notamment. Illustration avec l'amabilité. But do you agree that it's unfair? If you're a woman, Not necessarily. and on average you're getting paid 9% less than a man, that's not fair, is it? It depends on why it's happening. I can give you an example. Okay. There's a personality trait known as agreeableness. Agreeable people are compassionate and polite. And agreeable people get paid less than less agreeable people for the same job. Women are more agreeable than men. Again, a vast generalization. Some It's women not are a not more generalization. agreeable than Yes, men. that's true, but that's right. And some women get paid more than men. Les résultats d'une étude australienne datant de 2018 vont dans le sens de l'exemple cité par Jordan Peterson. Elle a mis en lumière le fait que les hommes étaient non seulement moins aimables, mais également plus confiants dans leur capacité à réussir et moins effrayés à l'idée d'échouer. Ensemble de caractéristiques associées positivement au fait d'avoir une meilleure rémunération. Alors c'est un état de fait, pas une fatalité. Il est possible de faire évoluer la chose en aidant par exemple les femmes à prendre confiance en elles, à l'image des hommes, mais c'est un autre problème et on y reviendra par la suite. D'après l'excellente synthèse produite par Moss Mayroom sur l'écart salarial, que je vous invite à consulter, Moss commun, vas-y mec répète, c'est pour des enquêtes voilà. on constate que l'écart moyen de productivité entre hommes et femmes est en France de 11% dans le secteur primaire et secondaire, et de 7% dans le secteur tertiaire, toujours en faveur des hommes. Au travail, hommes et femmes dans leur globalité ne s'impliquent pas autant. En ce qui concerne les temps partiels, bien que 80% de ces derniers soient occupés par des femmes, et contrairement à ce que l'on pense, proportionnellement, les hommes les subissent davantage car près de 43% d'entre eux souhaiteraient travailler à temps plein contre seulement 32% des femmes. En ce qui concerne maintenant les temps complets, les hommes font plus d'heures de nuit et plus d'heures supplémentaires, ils ont également moins d'arrêts maladie et prennent moins de congés. Petite statistique intéressante, 40% des hommes se disent prêts à accepter plus de vacances en échange d'une baisse de salaire contre 60% des femmes. Les femmes seraient-elles plus paresseuses ? Pas nécessairement. Elles ont simplement une approche de la vie qui n'est pas la même que celle des hommes, parce qu'en général, elles n'ont pas exactement les mêmes intérêts, les mêmes contraintes, les mêmes aspirations que ces derniers. Et n'en déplaise à ceux qui considèrent que les genres masculins et féminins et leurs tendances leur étant associées sont purement des constructions sociales ou culturelles, il se trouve que la biologie et la nature entrent aussi en ligne de compte. Si les hommes s'impliquent davantage professionnellement, accordent plus d'importance au travail et à l'argent qu'ils peuvent en tirer, c'est dû entre autres au fait que les femmes sont hypergames par nature. Autrement dit, s'ils veulent maximiser leurs chances de pouvoir en faire leurs épouses, ils auront tout intérêt à avoir la meilleure situation sociale possible, surtout dans le système actuel, en matière de statut, de capital et de salaire. Comme l'a dit Zemmour, Je crois qu'on est à 80 ou 90%. Toutes les statistiques donnent ça à peu près, mais il faudrait vérifier plus précisément.
de femmes qui épousent des hommes qui ont un niveau socioculturel supérieur. Peut-être parce que les hommes sont mieux payés dans les entreprises que les femmes. Ah là là. Et non, Madame Lemoine, ce n'est pas parce que les hommes sont mieux payés dans les entreprises, c'est parce que, même dans le cas des femmes ayant une très bonne situation elles-mêmes, l'hypergamie qui les caractérise continue à façonner leur choix de partenaire. J'en veux pour preuve le phénomène des célibataires exigeantes, ces femmes ayant réussi professionnellement, ayant un bon salaire et un haut statut social et qui ne parviennent pas à trouver d'hommes à leur goût. Pourquoi ? Eh bien habituellement parce qu'elles continuent à chercher des hommes ayant une meilleure situation qu'elles, alors qu'elles ont elles-mêmes une meilleure situation que la majorité des hommes. Les seuls pouvant satisfaire leurs attentes sont souvent leurs propres patrons, hélas, bien trop peu nombreux pour toutes ces dames. Précisons ici que l'hypergamie féminine n'a rien d'une construction ou d'une injonction patriarcale. Même après des décennies de féminisme et avec la libération sexuelle et sociale des femmes, ces dernières n'ont pas cessé d'être hypergames, elles le sont probablement plus aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment dans l'histoire. J'aborderai ce point plus en détail dans un autre épisode. Pour revenir à nos moutons et pour conclure cette partie par la même occasion, on constatera de manière logique qu'une des raisons fondamentales expliquant que les hommes gagnent plus que les femmes est précisément le fait que ces derniers, contrairement à ces dernières, auront moins la possibilité d'avoir accès à des ressources financières par le biais de l'association relationnelle ou maritale. En clair, s'ils veulent avoir de l'argent, ils doivent ordinairement faire en sorte de l'obtenir directement par eux-mêmes. Contrairement à moi, lol. Une autre grande raison fondamentale expliquant l'existence de l'écart salarial est la reproduction de notre espèce. Le revenu moyen des femmes diminue sensiblement dès l'arrivée du premier enfant. Certaines font une pause dans leur activité professionnelle, d'autres y mettent même un terme. Dans tous les cas, elles sont souvent indisponibles, professionnellement parlant, lors des derniers mois ou semaines de grossesse. Et c'est normal puisqu'elles ont besoin de repos, de calme. Elles doivent ensuite accoucher et idéalement allaiter. Ces deux tâches étant nécessairement féminines, le modèle traditionnel de couple et de structuration familiale a voulu que la femme, dans un prolongement somme toute logique et j'oserais même dire naturel, soit tenue de s'occuper des enfants et du foyer, et que l'homme doive en contrepartie assurer à ce dernier sa subsistance en travaillant en dehors du foyer. Dans mon aveuglement et mon étroitesse d'esprit, caractéristique de ma mentalité de moyenâgeur rétrograde, j'ai oublié de rappeler que, grâce au progrès de la postmodernité, les hommes pouvaient aujourd'hui remplacer les femmes dans leur rôle maternel. Il suffit en effet de leur injecter le cocktail hormonal approprié pour qu'ils produisent du lait, par exemple. Plus sérieusement, on a trouvé illégitime de demander aux femmes de faire passer leur vie de famille avant leur éventuelle carrière, et on a ridiculisé ceux qui considéraient que c'était mieux autrefois. Mais est-ce forcément mieux aujourd'hui ? Est-ce plus légitime de transformer les hommes en de fausses mères quand on ne les fait pas disparaître complètement, et d'exiger des femmes de faire passer leur vie de famille après leur carrière ? Les femmes ont-elles eu raison d'écouter les féministes qui leur ont promis une libération par le travail en dehors des activités domestiques ? Et ce qui s'est produit malheureusement, c'est que beaucoup de femmes se font de la vie masculine un idéal. C'est une drôle d'idée parce que je ne trouve pas la vie des hommes si idéale que ça. Mais rêvent d'être l'équivalent d'un monsieur qui se lève à 7h30 du matin, prend sa serviette sous son bras, avale rapidement son café et se précipite au bureau. Alors ça, comme une idée de la libération, je veux dire que c'est une idée qui me laisse froide. Et presque 40 ans plus tard, c'est en train d'en laisser froide plus d'une. Je pense à celles qui ont tout misé sur leur carrière et qui désespèrent à 35 ans de ne pas avoir fait d'enfants, à celles qui ont un boulot bien payé mais creux et tellement corporate qu'il en devient déshumanisant, et à celles qui travaillent à la chaîne dans des usines, à qui on a fait miroiter les bienfaits de l'émancipation individuelle et économique. Vous y retournez là ? Ah bah je retourne là. Aussi différents soient leurs états, elles ont un point commun. Elles peuvent accuser le méchant patriarcat coupable de tout. Elles ont par contre chacune leur issue. Aux premières, le recours à la PMA. Aux deuxièmes, le fait de manger des cachets et d'exiger encore plus de féminisme. Aux dernières, du courage. C'est super! Et j'oublie toutes celles qui essayent en particulier de respecter les deux impératifs en même temps. L'un, biologique, faire des enfants. L'autre, socio-professionnel, être une collaboratrice dynamique et focus, capable de prendre le lead, le tout sans péter les plombs. Et je ne parlerai pas du sort des enfants, ni de celui du mari qui de toute façon, et c'est bien connu, est affalé dans le canapé en train de jouer à des jeux vidéo. Comme je l'ai dit précédemment, j'aborderai ces problématiques spécifiques plus profondément dans un autre épisode. En attendant, je laisse Marguerite ajouter ce qui suit. Et l'idée de la carrière, l'idée du succès d'argent, du succès de domination, devient pour la femme, ça se voit très bien quand on lit certaines revues féministes, l'idéal du succès humain. À mon avis, c'est une défaite épouvantable dans les deux sexes. Si un homme n'a que ça à offrir, c'est bien triste. Et si une femme limite et rêve d'une carrière de ce genre-là, elle s'apercevra un jour quelconque de sa vie que c'était bien creux et qu'elle a raté pas mal de choses. Peut-être n'est-il donc pas si idiot ou insensé pour une femme, si elle le peut, de prendre le temps de faire des enfants et surtout de les élever, puis de reprendre le travail une fois la chose faite, plutôt que de vouloir à tout prix concurrencer et imiter les hommes en rêvant à une égalité factice et hostile à la complémentarité dont elles peuvent jouir avec eux.
La dernière raison fondamentale de l'écart salarial homme-femme dont je parlerai ici est le choix relatif à l'orientation scolaire et professionnelle. Là encore, on constate des différences très nettes entre hommes et femmes, et même entre garçons et filles dès la fin du collège. Les garçons sont plus nombreux à choisir l'enseignement professionnel, en privilégiant en particulier les sections industrielles, tandis que les filles y choisissent majoritairement les sections sociales et paramédicales. Dans l'enseignement général, les filles privilégient la filière littéraire aux dépens des filières scientifiques et techniques. Par la suite, dans les classes préparatoires aux grandes écoles, on constate le même type de dissemblance. Elles représentent 74% des effectifs en filière littéraire, mais seulement 30% en filière scientifique. La répartition des étudiants à l'université par cursus et par sexe est assez révélatrice également. Les femmes sont très majoritaires dans le domaine des langues, des lettres ou encore des sciences humaines et sociales, elles sont par contre minoritaires dans celui des sciences fondamentales. Pour rappel, cette différence d'orientation explique environ 3,5% de l'écart salarial, les femmes s'orientant vers des secteurs qui, en moyenne, sont moins rémunérateurs. Maintenant, le discours féministe, qui est le discours dominant aujourd'hui, prétend que cette différence d'orientation provient uniquement du conditionnement social, en omettant complètement les différences naturelles ou biologiques entre hommes et femmes. Illustration avec le clip d'une organisation féministe. Je crois que le problème vient d'ailleurs. Cette organisation applique exactement les deux présupposés que j'ai énoncés en début d'épisode, et part donc du principe que l'inégalité de résultat provient forcément d'une inégalité de traitement. Leur position revient à ce qui suit: s'il y a moins de femmes qui s'orientent vers des filières scientifiques, c'est forcément qu'on ne les pousse pas autant que les hommes à faire ce choix, et qu'elles sont discriminées négativement. Pourtant, contrairement à cette idée largement répandue par la propagande féministe, c'est plutôt l'inverse. Elles bénéficient d'une discrimination positive en matière d'évaluation, comme en témoignent des études réalisées à l'étranger et confirmées en France, avec celle de l'Institut des politiques publiques. La première démontrant un biais de notation en faveur des filles en mathématiques à l'entrée au collège, la seconde révélant un biais en faveur des femmes pour les disciplines de sciences dures lors du concours d'entrée à l'ENS. On parle ici de biais inconscients, auxquels viennent aujourd'hui s'ajouter des politiques délibérées visant à favoriser les femmes en sciences, comme à l'université d'Oxford où la durée des examens en maths a été allongée, ou à l'université technologique de Sydney où les prérequis d'admission sont moins exigeants pour les femmes que pour les hommes, ou encore dans de nombreuses universités américaines qui accordent certaines bourses aux femmes exclusivement. Ces démarches incitatrices paraissent encore plus injustifiées et ridicules quand on se penche sur le cas des pays scandinaves, auxquels tous les progressistes du monde pensent en se masturbant. Well, men and women won't sort themselves into the same categories if you leave them alone to do it of their own accord. We've already seen that in Scandinavia. It's 20 to 1 female nurses to male, something like that. It might not be quite that extreme, and approximately the same male engineers to female engineers. And that's a consequence of the free choice of men and women in the societies that have gone farther than any other societies to make gender equality the purpose of the law. Those are ineradicable differences. Plus on laisse de liberté aux gens quant à leur orientation scolaire et professionnelle, plus les hommes se dirigent vers des métiers traditionnellement masculins, et plus les femmes optent pour des métiers traditionnellement féminins. Ce que les gauchistes appellent le paradoxe de l'égalité de genre. Plutôt que de reconnaître que leurs délires déconstructivistes les conduisent inévitablement à des contradictions pittoresques, plutôt que d'accepter l'hypothèse selon laquelle les préférences des hommes et des femmes ne sont pas uniquement le fruit des normes socio-culturelles, ces connards préfèrent se cacher derrière un paradoxe qui n'existe pas pour continuer à nous imposer leur idée très personnelle du progrès. You can eradicate them with tremendous social pressure and tyranny. But if you leave men and women to make their own choices, you will not get equal outcome. Comment ne pas avoir à l'esprit ici les manœuvres de nos gouvernants actuels, qui croient avoir trouvé dans les jouets l'origine de la non-mixité chez les ingénieurs, et qui s'obstinent à faire la promotion de caractéristiques genrées contraires à celles que l'on observe ordinairement, pour faire changer les mentalités, comme ils le revendiquent avec une arrogance constante. Quoi qu'il en soit, cette marche forcée du progrès, alimentée par le rêve malsain d'une égalité de résultats à obtenir à tout prix, peut finir par se retourner contre les femmes, en particulier dans le cadre de la problématique salariale. Do you agree that you would be happy if that pay gap was eliminated completely? Because that's all the radical feminists are saying. It would depend on how it was eradicated and how the disappearance of it was measured. And you're saying if it's at the cost of men, that's a problem. Oh, there's all sorts of things that it could be at the cost of. It could even be at the cost of women's own interests. So, because they might not be happy if they get equal pay. No, because it might interfere with other things that are causing the pay gap that women are choosing to do. Like having children. Well, or choosing careers that actually happen to be paid less, which women do a lot of. On en revient à ce qu'avançait Marguerite Yourcenar auparavant.
Une femme qui cherche à imiter les hommes ne sert pas ses intérêts, et contraindre les femmes en général à agir de la sorte est absurde et contre-productif. Libres et traitées de manière égale, elles n'obtiendront pas de résultats égaux tout simplement parce qu'elles ne font pas les mêmes choix que les hommes. Implications qui permettent de tordre le cou au concept de plafond de verre, émanant d'un constat superficiel et qui voudrait que les femmes n'atteignent pas les niveaux hiérarchiques supérieurs au travail de la même manière que les hommes à cause du sexisme ambiant. Je mets ma main à couper que vous avez déjà entendu une féministe vous bassiner avec le nombre de femmes à la tête des entreprises du CAC 40 comme si c'était un argument recevable. Les femmes en France sont toujours payées 19,2% de moins que les hommes, à poste et compétences égales. D'ailleurs, une seule femme dirige une entreprise du CAC 40. À ces fadaises, je laisse une femme répondre. La chose que j'ajouterais aussi, c'est qu'on a tendance à penser que ces métiers sont désirables et extraordinaires. Je ne sais pas, si demain vous me proposez d'être PDG, je ne vais pas dire oui. Et mon propos dans ce livre, c'est aussi de proposer une autre mesure de la réussite et du bonheur, qui ne soit pas seulement le travail, la position que vous occupez dans la hiérarchie, l'argent que vous gagnez, mais c'est aussi quoi d'autre? L'équilibre avec la vie personnelle. Et la vie personnelle, ça n'est pas seulement s'occuper des enfants ou de la famille, c'est avoir des hobbies, c'est avoir des activités, c'est trouver du sens, c'est trouver du sens dans son travail. Mais c'est aussi avoir des salaires, et plus on a des postes importants, plus on a des salaires importants. Bien sûr, mais ce que j'essaie, ce que je montre aussi, c'est que c'est parfois, c'est à un certain prix. C'est-à-dire que ce ne sont pas des vies si agréables que ça. Et encore une fois, moi, si vous me le proposiez, je ne voudrais pas le faire. Et oui, c'est trop facile de fantasmer avec jalousie sur les côtés positifs des entrepreneurs qui ont réussi, quand on oublie de regarder le revers de la médaille, et quand on oublie aussi et surtout de regarder les entrepreneurs qui échouent et qui finissent dans la merde, surendettés et qui se foutent en l'air parce qu'ils n'ont plus d'autre choix. J'ai le droit de gagner la Coupe du Monde et de gagner autant que l'équipe masculine. Moi, j'ai bien le droit de devenir chef cuisinière, mais pas seulement de faire de la bouffe à la maison. J'ai le droit de jouir. J'ai le droit de diriger une entreprise. Mais qui vous a dit que vous n'aviez pas le droit? Qui vous empêche d'entreprendre? Allez-y, bon Dieu, sortez-vous les doigts du cul au lieu de pleurnicher sur vos droits. Faites le choix d'entreprendre, vous verrez à quel point c'est génial et indolore. J'ai le droit de faire de la télé sans qu'on me demande d'être jolie. Ah bah ça se voit. J'ai le droit de m'habiller en 44. Évidemment, si tu prends une taille en dessous, tes vêtements vont se déchirer. Putain, les JPP de cette p***. Il faut conclure maintenant. La femme n'est pas l'égale de l'homme n'est pas l'égal de la femme, et cela implique naturellement des différences de préférence, d'aspiration, d'intérêt, etc. Si vous souhaitez étudier plus en détail ces différences, je vous recommande la formation de Julien Rochdy, qui les aborde de manière originale et assez complète, par l'intermédiaire de la psychologie évolutionniste. Ces différences générales impliquent des différences de choix en matière de stratégie sociale et reproductive, de gestion familiale, d'orientation et de carrière professionnelle. Ensemble de différences qui impliquent à leur tour, nécessairement et légitimement, des écarts salariaux entre hommes et femmes. Évidemment, les féministes n'arrivent pas à ces conclusions parce qu'elles refusent d'admettre ces différences et préfèrent plutôt s'acharner à comparer des choses incomparables, comme le fait si bien Tchapa, en illustrant à merveille mon propos. Une footballeuse pro touche environ 3 000 € par mois, un footballeur 100 000 €. Maintenant que les chaînes de télé sont engagées et que le public s'enthousiasme, il serait temps de reconsidérer cela. Sauf que le foot féminin reste très largement inférieur au foot masculin, en matière de niveau et de spectacle, et le soufflet que les féministes nous ont concocté pendant la Coupe du Monde avec la complicité des médias mainstream est bien vite retombé. Le championnat de France féminin a repris hier. Le record d'affluence était de 2000 spectateurs pour la belle affiche OL-OM. C'est beaucoup moins que le nombre de signataires de pétition MDR. Bref, j'ajouterai une dernière chose en prenant un peu de recul, la façon dont les féministes abordent la problématique des écarts salariaux hommes-femmes et qu'elles cherchent à nous imposer comporte un vice particulièrement préjudiciable, au-delà même du fait qu'elle soit trompeuse et inopérante. Elle contribue à nous soumettre, hommes comme femmes, à un mode de pensée individualiste et consumériste, dans le cadre duquel tout est jugé à l'aune de l'argent. Individualiste, parce qu'il pousse à mettre en concurrence hommes et femmes au travail en comparant leurs salaires, au lieu d'inviter à miser sur leur association et leur complémentarité. Consumériste, parce qu'il pousse à faire passer l'appétit des biens matériels avant la famille et le désir de la fonder. Mode de pensée aliénant en définitive, qui plonge les féministes dans une énième contradiction, comme l'a noté Chesterton avec brio. Le féminisme pense que les femmes sont libres quand elles servent leurs employeurs, mais esclaves lorsqu'elles aident leur mari. De esos cabrones que recuerdas fijo, quieres olvidar porque no te quiso. No vas a tener ningún anillo de compromiso. Tengo la canción que no quería.